Ravi de vous retrouver sur KV TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. À campagne présidentielle, la Haute Autorité de la Communication a réuni ce vendredi des journalistes et responsables des médias publics et privés. Objectif, rappeler l'importance du respect de l'éthique et de la déontologie afin de garantir un traitement impartial des candidats au scrutin du 28 décembre. Le Conseil national de la transition a adopté ce jeudi 27 novembre 2025 les lois organiques régissant les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces lois sont chacune composées de 7 titres. Plus de détails à suivre. La 6e journée du championnat national a offert cette semaine des matchs mémorables en Guinée. Entre le classico remporté par l'AS Kaloum, le réveil du AFIA, la confirmation de l'ASM et la victoire du CI Kamsar à Carfamoria. Plusieurs équipes se sont illustrées. C'est tout pour le sommaire. Pour une campagne présidentielle réussie, la Haute Autorité de la Communication entend veiller sur le bon traitement des informations par des médias. Ce vendredi, journalistes, techniciens et responsables des médias publics et privés ont été conviés à une séance de discussion. Il s'agissait d'inviter les professionnels au respect de l'éthique et de la déontologie du métier en cette période cruciale, notamment au traitement équitable des candidats en lice. En Soubaï le Baldé. Boubacar Yassine Diallo explique tout aux professionnels des médias pour une campagne présidentielle réussie, de la responsabilité à l'éthique, à la déontologie et au traitement équitable des candidats compétiteurs. Le président de la Haute Autorité de la Communication est clair. J'espère, en tout cas c'est mon souhait, qu'aucune sanction ne sera prise pendant cette campagne. Nous avons tous tiré les leçons et je suis persuadé que tout se passera bien. Chaque candidat aura ses droits. La presse doit être neutre entre les candidats. Ils sont tous guinéens, ils aspirent tous à être président de la République et notre rôle, c'est celui d'arbitre. Ça, c'est pour les médias privés et pour les radios et télévisions privées qui font des émissions interactives, nous n'interdisons pas les émissions interactives. Dans la décision, il sera fait mention que la propagande en faveur ou en défaveur d'un candidat par un auditeur, c'est formellement interdit. C'est la seule interdiction que nous posons en ce qui concerne les émissions interactives sur les radios et télévisions, qu'elles soient publiques ou privées. Il a ainsi remercié les hommes de médias pour la responsabilité observée lors de la campagne du référendum constitutionnel. KV Média a d'ailleurs été cité à titre d'exemple. L'expression est libre. Je prends l'émission que Abdallah fait là-bas à Kavi. L'autre fois, Mfali était là-bas. Il était dur. J'écoutais. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que ce qu'il dit est vrai, même si parfois il ratait une ou deux choses, ben ça c'est sa jeunesse. Ça s'est passé, il a appris ça dans les livres. Mais son raisonnement était implacable. Et c'était sur des questions majeures. C'est ça. Et pourtant, personne ne l'a inquiété. Mfali, il est assis encore ici. Abdallah est assis ici. Tous les matins, ils font ça là-bas. Pendant le référendum, ils ont reçu des gens là-bas. Ils les ont encadrés. Les gens ont dit ce qu'ils avaient à dire. Quand ils déraillaient, ils les ont arrêtés. C'est tout ce qu'on vous demande. Des questions de compréhension ont été posées par des journalistes. Restons avec vous en Soubaï le Baldé pour dire que les lois organiques portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été adoptées ce jeudi 27 novembre 2025 par le Conseil national de la transition. Chacun des deux textes est composé de 7 titres définissant ainsi leur contenu. La plénière s'est tenue dans l'hémicycle du Palais du Peuple, a connu la présence de plusieurs cadres du garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Reportage.
Le règlement intérieur des deux lois organiques définissent comment doit se tenir la réunion fondamentale entre les deux chambres du Parlement. L'article 91 de la Constitution a fixé cela dans ses dispositions y afférentes. L'élaboration de ces deux lois organiques ne sert pas seulement, mesdames et messieurs, chers honorables conseillers, à remplir les modalités juridiques de l'entrée en fonction immédiate des prochaines assemblées parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, prix Utshingili. Elle sert aussi à rendre possible la réunion d'une institution d'ordre fondamental pour ce qui concerne le Parlement, c'est le Conseil de la Nation, qui, au regard de l'article 91 in fine de la Constitution, constitue la réunion des deux chambres du Parlement, dont on sait qu'elle statue sur des questions d'importance fondamentale. Conséquemment, le processus d'adoption de ces lois organiques a un intérêt politico-institutionnel déterminant, le retour sans hésitation à l'ordre démocratique. Venu représenter le gouvernement à la présente plénière, le ministre secrétaire général du gouvernement a évoqué l'importance des deux lois organiques. Benoît Kamano parle des innovations incluses. Sur la relation entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, la nature de la navette, la nature des relations entre le gouvernement et l'exécutif, le gouvernement et l'Assemblée nationale, comment la navette parlementaire doit se faire, les modalités d'installation de la nouvelle Assemblée pour éviter un vide juridique, le régime de droit et des indemnités des députés qui a un impact sur le budget de l'État, les privilèges également, de l'opportunité ou de l'urgence de la programmation des projets et propositions de loi. À l'issue de la plénière, les deux lois ont été adoptées par les conseillers nationaux présents. Et puis la crise est loin de finir au sein de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Le candidat de Gassimou Barry menace de porter plainte contre Salifou Kamara pour agissement au nom de la structure syndicale à Bengali Kamara. Le retour annoncé par Salifou Kamara au sein de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation FSPE irrite le camp de l'intérimaire Al-Gassimou Barry. Dans une déclaration rendue publique, les responsables autour de celui qui dirige actuellement la structure syndicale parlent d'atteinte à leur réputation. Le bureau exécutif national de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation FSPE, élargi à la base, porte à la connaissance de ses membres et de ses partenaires sociaux que le nommé Salifou Kamara, ancien secrétaire général, régulièrement exclu de notre organisation conformément à nos statuts et au règlement intérieur, poursuit des agissements susceptibles de porter atteinte à notre intégrité, à notre fonctionnement et à notre réputation. Dès lors, toute initiative, communication ou intervention effectuée par M. Salifou Kamara au nom de la FSPE est dépourvue de toute légitimité et doit être considérée comme une usurpation. Pour toutes ces raisons, il menace de porter plainte contre Salifou Kamara. La FSPE se réserve le droit d'engager toute action, y compris de nature structurelle ou judiciaire, visant à faire cesser ces agissements préjudiciables et à protéger les intérêts collectifs de nos membres. Toutes nos tentatives de joindre Salifou Kamara pour une réaction à cette menace sont restées sans suite favorable. La Fondation Orange Guinée et Shield Fund ont lancé ce mardi à Cancan le projet d'appui à l'autonomisation économique et au leadership des femmes. Plusieurs groupements féminins et autorités locales ont pris part à la cérémonie. Le projet est mis en œuvre par la coopérative des femmes techniciennes et technologiques de Cancan, la CFTT. Suivez le compte-rendu de Suleiman Tata Bangoura. À Cancan, un nouveau programme visant à renforcer le pouvoir économique des femmes vient d'être officiellement lancé. Il prévoit la création et l'accompagnement de 5 groupes d'épargne et de crédit, AVC, financés par la Fondation Orange Guinée et Shield Fund, et exécuté par la CFTT. Le projet a ambition de renforcer les capacités économiques
et le leadership des 150 femmes et filles vulnérables. En partenariat avec le Centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin, le spécialiste des partenariats de Chilfond, Alpha Ben Jawara, a souligné l'importance de cette initiative pour l'inclusion économique des femmes. Aujourd'hui marque une étape importante pour les femmes de Kankan et au-delà pour toute la région. Ce projet répond à un besoin essentiel, celui du renforcement du leadership et le pouvoir économique des femmes, leur permettant d'accéder aux opportunités génératrices de revenus et de contribuer pleinement à la vitalité économique de leur communauté. À travers des actions ciblées, telles que la formation en gestion d'activités génératrices de revenus, l'accès à des outils financiers, le développement des compétences en entrepreneuriat, ainsi que l'accompagnement technique continu, nous visons à créer un environnement favorable où chaque femme peut entreprendre, prospérer et se prendre en charge de manière durable. Au nom de Child Fund, je tiens à saluer l'engagement de la Fondation Orange Guinée, dont le financement rend cette initiative possible. Son appui vient renforcer une vision que nous partageons tous, celle d'une Guinée où les femmes ne sont pas seulement bénéficiaires, mais actrices majeures du développement socio-économique. La responsable mécénat de l'autonomisation des femmes à la Fondation Orange Guinée, Fatoumata Aïssata Silla, a rappelé le rôle central du numérique dans l'émancipation féminine. L'initiative conjointe de la Fondation Orange Guinée et de Child Fund en faveur de l'inclusion numérique et de l'inclusion financière des femmes au sein du CAEF. Les femmes jouent un rôle crucial dans la famille, dans la communauté et dans l'économie locale. En offrant à ces femmes des compétences numériques, nous leur donnons non seulement un outil, mais un pouvoir, celui de prendre en main leur avenir. Grâce à ce projet, les bénéficiaires du CAEF vont apprendre à gérer leur argent parce qu'une femme qui contrôle ses ressources est une femme qui contrôle son destin. La présidente de la coopérative des femmes techniciennes et technologues de Kankan, CFTT, Fantabé Kondé, a exprimé sa reconnaissance aux partenaires financiers pour leur engagement en faveur des femmes. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude au CAEF de Kankan, pilier essentiel de la coordination et du suivi technique, aux partenaires techniques et financiers qui croient à l'importance d'investir dans les femmes. En lançant ce projet aujourd'hui, nous sommes une graine qui portera des fruits pour toute la préfecture de Kankan, voire même toute la Haute-Guinée. En marge de la cérémonie, la délégation de la Fondation Orange Guinée a visité la maison digitale de Kankan, suivie d'une formation des responsables d'écoles numériques. Julien Tamba Camara, participant de cette formation, a témoigné de l'impact du numérique sur l'apprentissage. Le formateur Julien Kamami s'est dit être satisfait du résultat enregistré. Avec l'accès au numérique, ça peut changer positivement dans l'éducation. Et nous la remercions, la Fondation. L'école numérique, c'est l'école réinventée, dans laquelle à la fois les élèves et les enseignants ont l'opportunité d'intégrer le numérique. Les connaissances mises en application durant cette petite formation ont été quand même toutes concluantes. Cette mission de la Fondation Orange Guinée s'inscrit dans une dynamique nationale visant à promouvoir l'autonomisation des femmes et la formation des responsables d'écoles numériques dans plusieurs préfectures du pays. Sport à présent, la 6e journée du championnat national de football s'est jouée cette semaine en Guinée entre le classico remporté par l'AS Kaloum, le réveil du AFIA et la confirmation de l'ASM à Sangaredi. Plusieurs équipes ont marqué les esprits. À cela s'ajoute la victoire du CI Kamsar à Karfamoria. Retour sur une journée pleine de rebondissements dans les stades du pays. Germaine à Mansari. À Yorokogia, l'AS Kaloum a remporté le classico guinéen face au Orea AC grâce à une frappe décisive de Kankou Madi Kourma à la 85e minute. L'ASK poursuit sa série d'invincibilité en championnat, faisant 6 matchs sans défaite. Au stade de Koléa,
le Afia FC a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 contre le Luba FC. Mohamed Bangoura a signé le seul but de la partie. De son côté, l'AS Mineur Sangaredi semble enfin avoir trouvé son rythme. Après un début de saison difficile, le club de Sangaredi enchaîne une deuxième victoire de rang et lance véritablement son exercice 2025. L'Ashanti Golden Boy de Sigiri a également brillé face au Wakreya AC au stade Maloumadi Diakité de Kankan. Les jaunes et noirs ont dominé leurs adversaires 2-0. Ainsi, le Wakreya AC enregistre sa première défaite de la saison. Carrefour Moria FC s'est incliné à domicile face au CIK dès la 11e minute. Gadiri Bangoura, servi par Mohamed Lamine Kamara, a inscrit l'unique but de la rencontre. Le dernier match de la 6e journée s'est disputé ce jeudi 27 novembre au stade Maloumadi Diakité de Kankan, opposé au RCCK. Le Milo FC s'est imposé à domicile sur le score de 2-1. Au classement général, l'AS Kaloum consolide son fauteuil de leader avec 16 points, suivi par le Milo FC avec 13 points. Le Afia FC complète le podium avec 12 points. En bas du tableau, Carrefour Moria FC et le Luba FC restent dans la zone de relégation. En dehors des combats qui les attendent, les judokas guinéens ont adopté l'une des routines les plus strictes. Côté alimentation, les menus sont aussi parfaitement pensés pour nourrir sainement les athlètes guinéens durant l'Open d'Abidjan. Reportage à Hassan Diallo. Si les entraînements sont primordiaux pour préparer l'Open d'Abidjan 2025, les moments de vie à l'hôtel le sont tout autant pour les judokas guinéens. Les athlètes se doivent d'avoir une hygiène de vie exemplaire et cela passe bien entendu par le sommeil, mais aussi par une alimentation saine et équilibrée. Je les suis de près pour cela, donc quand je viens au restaurant, c'est moi-même qui vérifie ce qu'ils doivent prendre et ce qu'ils ne doivent pas prendre. Parce que c'est ce qui va leur permettre de maintenir leur poids. Parce que vous savez, chaque athlète a son poids dans lequel ils doivent combattre. Donc pour cela, il faut le suivre de près parce que les jeunes, si tu ne les suis pas, ça ne peut pas marcher. Les plans de table sont ainsi préparés et ne changent pas afin de favoriser les affinités, mais aussi le mélange de générations pour une meilleure cohésion dans l'équipe. Les athlètes sont donc répartis dès sur table et le staff aussi. Quand tu manges avec quelqu'un, vous faites tout ensemble, il y aura l'amour entre vous. Et dans une équipe, quand il y a l'amour, réellement, il y aura un bon résultat. Parce qu'il y aura des conseils entre les athlètes qui vont les permettre vraiment de faire un bon résultat. Alors, quel régime doivent suivre les judokas? L'entraîneur répond. Vous savez, si l'athlète n'a pas un problème de poids, ils peuvent manger, ça ne le dérange pas. Ils doivent manger bien, se reposer très bien avant de travailler. Mais si l'intéressé a beaucoup de poids à lever, on doit vraiment chercher des aliments très légers, tels que les salades ou autres. Ils doivent prendre ça pour vraiment maintenir le poids. Les athlètes ont ainsi droit à un buffet d'hors d'œuvre et de crudités, d'un poisson ou du poulet, de légumes ou encore de fruits. Pas de restrictions abusives donc, simplement des conseils culinaires à respecter pour veiller à une alimentation adaptée à leur rythme sportif. Dans un communiqué publié dans la soirée du 27 novembre 2025, le gouvernement sénégalais a annoncé avoir mobilisé un aéronef pour exfiltrer l'ex-président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo. Ce dernier arrivé sain et sauf à Dakar, selon toujours le communiqué, et ce après son renversement le 26 novembre 2025. Un commentaire à Mamadou Tanouba. Le président déchu de la Guinée-Bissau a atterri à Dakar selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères sénégalais. Il a été exfiltré vers la capitale sénégalaise avec l'appui des autorités. C'est à bord d'un aéronef spécialement affrété par Dakar que le président Embalo Umaru Sissoko, renversé par un putsch, a regagné Dakar. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a joué un grand rôle dans l'exfiltration de Embalo. Le ministère sénégalais de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a déclaré que le président Bassirou Diomaye Faye a participé au sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation en Guinée-Bissau. La session extraordinaire a adopté entre autres mesures la condamnation ferme de la tentative de prise du pouvoir par la force, l'appel au rétablissement de l'ordre constitutionnel ainsi que la libération sans délai
squelette du président Umaru Sissoko Embalo et de l'ensemble des personnes détenues. Le général Hortan Tan a été investi président de la transition pour un an à Bissau. L'opposition et la société civile accusent Umaru Sissoko Embalo d'avoir organisé un auto-coup d'État pour remettre en cause la victoire annoncée de son challenger à la présidentielle du 23 novembre dernier. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.